Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les prix remportés par la Côte d'Ivoire lors de ces CAF Awards, nous en parlons tout à l'heure. Et puis les enjeux et l'impact pour notre pays du forum privé, on va dire, Japon-Côte d'Ivoire. Et en seconde partie de ce temps d'antenne, on parlera un peu avec le MFA. Quel regard le MFA a-t-il sur l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire? Voici les grands axes de notre agenda de ce jour. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Toujours un bonheur pour nous d'être en votre compagnie. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Merci de votre fidélité à ce programme. Nos amis sont avec nous pour, comme on l'a dit, éplucher l'actualité nationale. Aujourd'hui, on se contentera donc de parler de notre pays, la Côte d'Ivoire. Commençons par ce qui se passe, mais avant, il faut saluer mes amis. Aïcha, bonsoir. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Ça va très très bien, j'espère que vous aussi. Ça va, justement pour parler de sport avec nous et juste décrypter toute l'actualité sportive avec ces prix que nous avons glanés. Nous sommes avec notre confrère Jean-Cyr Adopo. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Jean-Cyr, il est journaliste sportif au quotidien Notre Voix. Merci d'être avec nous et merci pour la belle couleur que vous portez, c'est magnifique. Ouais, le vert rouge, oui. Le sang sur le gazon. Il ne faut pas aussi abuser. Hein. Marius, bonsoir. Bonsoir Christelle. Et merci d'être là. Et à toutes. Élisée Volube, bonsoir. Merci bonsoir Christelle. Vous me permettrez de saluer l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens et les rassurer que nos prises de position ou nos propos n'ont pas pour but de les invectiver, mais bien au contraire, c'est juste les encourager à comprendre et à travailler dans le sens de l'amélioration du climat social, parce que les Ivoiriens en ont besoin. Autant ils ont le droit de faire de la politique, autant les Ivoiriens ont le droit de vivre dans un environnement apaisé. Merci Élisée pour votre point. Daouda Koulibaly, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Je fais comme Élisée. Je me permets de saluer Mme Touré Fatima qui a aujourd'hui illuminé ma journée. On ne sera pas curé pour demander pourquoi. Non, il n'y a rien de méchant, c'est juste que quand le matin, une inconnue vous dit des mots gentils qui rendent votre journée vraiment bien, il est important de lui dire merci. Et en tout cas, on lui dit merci et on la remercie. Merci les amis d'être avec nous. Regardons un peu ce qui s'est passé pour notre pays, la Côte d'Ivoire, au CAF Awards. Notre pays a glané 2 prix. Nous avons le prix de la meilleure équipe africaine et ensuite le prix du meilleur entraîneur. C'est vrai qu'on n'a pas eu le prix du Ballon d'Or avec Adingra, mais bon, on va dire, ce n'est que partie remise. Bonsoir Jean-Cyr encore une fois. Oui, bonsoir. Alors, les 2 prix, c'est bon à prendre pour notre pays en l'état actuel des choses? Absolument. Quand on remarque un peu la configuration des différents prétendants, c'est bon à saluer après ce que la Côte d'Ivoire a pu démontrer, vu son statut à l'issue de sa CAN qu'elle a organisée à domicile. Moi, je pense qu'il est bon de louer un peu ce grand mérite-là et puis bon, de penser un peu à l'avenir. Très bien. Aïcha, regardons les prix glanés, meilleure équipe, Faye Mers, notre Faye national, évidemment, qui devient... Donc, meilleur entraîneur africain. Oui, pour moi, bravo à lui. Pour moi, c'était tout naturel. Passer d'entraîneur adjoint à entraîneur sélectionneur par intérim, c'est pas évident. Ça demande du courage. Ça demande aussi de la confiance en soi. Transformer un groupe de joueurs talentueux avec parfois de l'ego, etc., c'est pas évident. En équipe winneuse, en plus de ça. Donc, bravo à lui. Et se relever d'une humiliation à domicile en plus et d'aller gagner cette coupe à domicile, c'est pas évident non plus. J'aimerais dire aux haters que l'histoire ne retient pas celui qui a perdu ou qui a mal gagné, il retient simplement celui qui a gagné. C'est tout. Pourquoi aux haters? Parce qu'il a beaucoup de personnes qui oublient, lorsqu'il a eu 2 défaites consécutives, qu'avant ça, il a eu une dizaine de victoires et jamais de défaites. Il ne faut pas l'oublier. Donc peut-être que le caractère consécutif de ces 2 défaites nous fait oublier ça, mais Mers Faye, c'est l'homme qui a fait gagner la Côte d'Ivoire à domicile, je l'ai dit, la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois. C'est le plus jeune sélectionneur à le faire. Il m'a rendu fière d'être ivoirienne. Merci pour ça. Élisée Volube. Alors, regardons un peu devant qui nous avons obtenu le prix du meilleur entraîneur et la meilleure équipe. Je pense que pour ce qui concerne le prix du meilleur entraîneur, il a dévancé Hugo Brousse, qui est l'entraîneur de l'Afrique du Sud, et puis Dessab, qui est l'entraîneur de la RDC. Et c'est vraiment une fierté, hein, parce que de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est la première fois qu'un sélectionneur ivoirien remporte le prix du meilleur sélectionneur au niveau africain. Et ça, c'est vraiment un mérite. Mais moi, quand je regarde le parcours de Faye, je regarde l'histoire de Faye, je comprends tout de suite, excusez-moi, mais que
Dieu a un plan pour tout le monde, en fait. Ah bon? Oui, vous, Dieu a vous convoquez le divin dans oui, ce... Oui, je vous assure, parce que vous savez un peu comment Faye quitte la compétition, comment il quitte le foot. On va rappeler ça justement pour voilà, ceux qui Faye quitte le foot après qu'on ait diagnostiqué une situation qui ne lui permet plus de pratiquer le football. Une maladie. Donc voilà, donc du coup, il arrête le foot, alors que pour tous ceux qui ont eu Faye jouer sur les couleurs des éléphants, c'était un véritable guerrier. C'est quelqu'un qui a toujours mouillé le maillot. Et nous tous, on avait considéré un peu comme une injustice du sort de l'enlever au milieu du football comme ça. Mais Dieu qui sait toujours réécrire des histoires qui semblent être finies, a réécrit cette histoire-là en permettant déjà qu'il soit sélectionneur et qu'en plus de ça, où personne ne l'y attendait. Et sélectionneur de façon... Il était même le sélectionneur adjoint. Et là où on ne s'y attendait même pas, ça veut dire vraiment où tout le monde était en train de penser à autre chose, il n'était même pas dans les plans et dans les starting blocks. On ne sait pas comme Dieu l'enlève quelque part, comme ça, venir le mettre à la lumière. Et on a vu que quand il vient, il n'a pas juste été sur un banc pour être sur un banc, mais il a fait un coaching digne d'un Pep Guardiola, digne d'un Carlo Ancelotti, des remplacements qui ont toujours produit, Élysée supporte le Barcelone. Qui ont toujours produit des résultats. Il a fait des coachings extraordinaires. On se rappelle un peu cette entrée-là d'Adengra, là où on ne s'y attendait pas, qui vient égaliser face au Mali. Comment il s'appelle, Diakité qui rentre en coup de jeu et qui donne la victoire. Et à chaque fois, il a eu un coaching qui était un coaching gagnant. Il a une belle vision du jeu. Pour moi, il a une très belle lecture du jeu. Je pense que c'est son positionnement sur le terrain pendant qu'il joue au foot en tant que milieu défensif qui lui a permis d'avoir cette belle lecture de jeu-là. Parce que généralement, les grands entraîneurs, vous allez voir, la plupart du temps, en tout cas, des milieux de terrain. Parce que de leur position, ils ont une meilleure lecture du jeu. Ils ont vraiment une meilleure lecture du jeu. Et je suis vraiment fier pour Faye. Et pour moi, c'est une leçon de vie. Il ne faut jamais baisser les bras parce qu'on ne sait pas à quel moment le divin peut vous ramener dans le jeu. Il faut toujours rester positif. Merci Élysée. Quand vous dites ça, ce sont des paroles tellement fortes et encourageantes pour quiconque est découragé en tout cas. Marius Komoé, supporter fervent de l'Africa avec moi. Quelle est votre lecture justement de cela? Non, comme il l'a dit Crépi, Aïcha, c'est la première fois, en tout cas, de l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un entraîneur, un des nôtres, monte sur la plus grande marche du podium au niveau africain en tant que sélectionneur national. Et c'est tout au mérite de ce jeune entraîneur qui nous est venu de Paris, d'Europe, et on ne vendait pas très cher sa peau d'ailleurs. Nous qui aimons bien la critique au niveau du football ivoirien, les Ivoiriens se demandaient qu'est-ce qu'ils pourraient apporter au football ivoirien, là où des grands noms sont passés et n'ont pas pu nous donner n'ont pas pu remplir toutes les attentes qu'on attendait d'eux. Bon, Faye Ms, comme un cheveu sous la soupe. Un national. Voilà, a créé l'émoi, a créé la surprise par son coaching gagnant. Aïcha l'a dit, 11 matchs sans défaite, à l'exclusion donc du match de Sierra Leone qui s'est soldé par une défaite de l'équipe nationale. Oui, c'était le 11e. Non, pardon. C'était le 11e. Le 11e match qui s'est soldé par une défaite, mais c'est quand même 10 victoires successives. Et durant donc, la Coupe d'Afrique, il n'a pas perdu un seul match. Lui n'a pas perdu de match. Il n'a pas perdu de match et donc c'est un grand entraîneur, il faut le saluer. Il a eu un coach gagnant, il nous a permis de remporter cette Coupe d'Afrique qui aujourd'hui honore la Côte d'Ivoire et nous permet d'être cité dans le concert des nations au niveau africain en matière de football. Oui, bien sûr. Et donc nous sommes très heureux de savoir que la CAF ait reconnu les mérites de ce jeune entraîneur, ce qui lui donne toutes les responsabilités de nous conduire encore à la Coupe du Monde. Et pourquoi pas en passant par la case Coupe Maroc de 2025, en janvier. Non, c'est en décembre maintenant. C'est en décembre, oui. Les dates sont sorties. Décembre, janvier. Début du 21 décembre voilà, jusqu'au 18 janvier. Presque fin décembre, début donc mi-janvier. C'est bien ça? C'est ça, 18 janvier. Voilà, c'est ça, tout à fait. Daouda, votre commentaire? Selon vous, qu'est-ce qui fait la marque Faye pour que justement l'Afrique puisse lui reconnaître ainsi? Non, dans un premier temps, je pense que c'est son humilité. Son humilité. Son humilité parce que c'est très important. Malgré le fait qu'il a été appelé au début, les Ivoiriens, on est très fort à la critique. Ça, on est tous pareils, même père, même mère. Non, sérieusement, on a tous critiqué le fait qu'il soit sur le banc. Quand il est venu, on ne s'attendait pas à lui. Après, Faye, il a véritablement cassé la baraque. Après le départ catastrophique de, comment il s'appelle? Jean-Louis Gasset. Maintenant, après les 10 matchs sans défaite de Faye Ms, après, quand on a vu l'échange avec le doyen de la presse,
j'oublie son nom. Aimé Gueye. Hervé Gueye, justement. Aimé Gueye. Aimé Gueye. Véritablement, ce moment-là, j'avoue que j'ai eu un peu peur pour Faye Mess. Parce que l'Ivoirien, c'est ce peuple-là qui peut te prendre, te mettre au sommet des sommets. Et puis après, Mais le à la même moindre Ivoirien, erreur. à la moindre erreur, mais il va te descendre, te crucifier, te vouer aux gémonies, comme si de rien n'était passé. C'est pourquoi je dis, Faye, il est au firmament de sa gloire. C'est-à-dire que des gens ont fait 10 ans, 20 ans, ils n'ont pas pu avoir ça. C'est ça. Lui, en 3 matchs, il a qualifié, il a donné la coupe à la Côte d'Ivoire. Je pense que pour moi, il doit toujours continuer à avoir le triomphe modeste. C'est très important. Et la Côte d'Ivoire, Maintenant, meilleure équipe? La Côte d'Ivoire, meilleure équipe, mais c'est tellement évident. C'est évident. Tout doucement, Daouda. Oui. Et le modeste, un peu humble. Non, hein. concernant la Côte d'Ivoire, comme ce n'est pas moi qui joue sur la pelouse, franchement, excusez mon manque d'humilité. Voilà, parce que nous avons organisé la plus belle CAN jamais organisée. On a gagné quand on voulait, on a perdu quand on voulait. Et je voulais juste m'apaisantir un peu seulement sur le discours d'Idriss Diallo, Oui. qui, durant son discours, a salué les Ivoiriens. Parce que si cette équipe a gagné, moi je ne pense pas, sincèrement. C'est vrai que les 11 joueurs, ils ont joué, mais rappelez-vous, Côte d'Ivoire-Mali, ce n'est pas les joueurs qui ont joué. Les joueurs Les ont joué, mais Ivoiriens, les supporters... C'est les Ivoiriens qui ont porté à l'unisson cette équipe. Et je pense que le fait d'avoir salué le peuple ivoirien, véritablement, ça m'a fait chaud au cœur. Je me sentais encore plus fier d'être ivoirien. Comme Aïcha l'a dit tout à l'heure. Très, Alors, très fier. sincère, regardons maintenant le Ballon d'Or. Lorsque les nominés donc, ont été présentés, sincèrement, humblement et simplement, peut-être qu'on avait un peu les regards sur Adingra, mais il faut dire que Lookman, selon vous, est-ce que Lookman a mérité d'avoir ce titre-là? Et puis, on va regarder aussi l'agenda de la Coupe d'Afrique. 21 décembre 2025, voilà. jusqu'au 18 janvier 2026. 2026. Voilà. Votre regard sur le Ballon d'Or. Pourquoi, selon vous, Adingra n'a pas gagné? Qu'est-ce qui a manqué? Et combien de prétendants on avait justement pour ce titre-là? Alors, au départ, ils étaient 5 prétendants. Lookman, le Nigérian, Adingra, l'Ivoirien, Guirassy, le Guinéen, Achraf Hakimi, le Marocain, et puis je pense qu'il y a Rowan Williams, Oui, c'est ça. le Sud-Africain, gardien qui a été élu meilleur gardien. Qu'est-ce qui a fait la différence? Alors, la différence qui s'est faite, elle est simple. Hein. Quand tu regardes le palmarès individuel de Lookman, il mérite aisément le Ballon d'Or, puisqu'en club déjà, il a été le héros de la finale de l'Europa League. Il a fait un triplé avec l'Atalanta Bergame. Contre le Bayer Leverkusen. Tout à fait. Et là, ça a marqué les esprits. Et ensuite, quand on regarde sa valeur intrinsèque, donc sa prépondérance dans l'équipe nationale du Nigeria, ça valait absolument la peine. Et puis ensuite, il est titulaire dans son club, ce qu'Adingra ne vit plus depuis un moment. Il est à Brighton, et celui qui l'a fait venir à Brighton, en l'occurrence Deserbi, l'Italien, parti à Marseille, on pensait qu'il allait le mettre dans son bagage, mais malheureusement, Adingra est resté en Angleterre, et là, il ne joue que des bouts de match, et oui, 3 à 5 minutes à chaque fois. Et là, ça l'a pénalisé. Et ça a fait donc la différence, en fait. Oui, ça fait beaucoup de différence parce que Lookman, quand tu regardes après Osimhen, il est vraiment la star du Nigeria. En club comme en sélection, il a son pesant et puis on connaît sa valeur. Pendant la Coupe d'Afrique, il a marqué 2 buts contre le Cameroun. Oui, il n'a pas été le meilleur buteur du Nigeria, mais il a su quand même apporter, je vais dire, sa touche finale. Qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe du Nigeria qui fait la différence, justement? Écoutez, d'abord, il sait provoquer les différents défenseurs, il sait ouvrir les brèches, il sait emmener les buts. Donc, je veux dire, il est le lieutenant fidèle d'Osimhen. Donc, quand Osimhen n'est pas en situation normale ou quand il a une blessure, un handicap, c'est Lookman qui prend les affaires en main. Puis bon, voilà, il démontre sa puissance, quoi. Moi, j'ai une Oui, question, Daouda, en fait. oui. Je ne vais pas dire deux rapidement. Parce qu'on dit c'était une distinction africaine. Je suis généralement embêté parce qu'au niveau de ce qui concerne l'Europe, c'est leur compétition au niveau de l'Europe. Mais pourquoi nous, en fait, on ne prendrait pas nos compétitions au niveau africain, partant de la CAN simplement. Et qu'on regarde les clubs. Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir maintenant, est-ce que Adingra, on ne l'a pas mis en fait dans une catégorie qui n'était pas sa catégorie en tant que meilleur jeune, parce qu'il était meilleur jeune de la CAN. Je me dis, si on le mettait meilleur jeune, forcément, il allait avoir un trophée. Mais là où, quand il va compéter avec des Guirassy ou des Lamine Camara, je me dis que franchement, il a perdu d'avance en fait. Vous de ce que vous avez dit. Sincère? Alors, merci Christelle, merci Daouda. La première question, il faut reconnaître que dans les différents critères, les 5,
font partie justement de la prépondérance du joueur au niveau de l'équipe nationale et au niveau de son club. Donc son importance. Son importance, voilà. Sa valeur, son importance. Ensuite, il y a lui-même son palmarès individuel, il y a son palmarès avec son club, et il y a son palmarès avec l'équipe nationale. Donc quand on regarde ça, bon, il a vraiment un niveau au-dessus de la Dengra. Au niveau du club, de ce qu'il fait en club. Oui, en club, même en sélection. Parce que je me souviens des matchs au niveau des éliminatoires, il a porté à bout de bras lui sur le Nigeria. Et ça a compté. Dans ceux qui votent, dans ceux qui choisissent, il y a les sélectionneurs nationaux, il y a les capitaines des équipes nationales. Ah, d'accord. Oui, et puis il y a vraiment un petit groupe de journalistes sportifs. Donc vous voyez que tout ça, ça a pesé. Maintenant, qui t'a dit que Adengra devait effectivement compétir ou concourir au niveau de la catégorie jeune? Moi, je pense que meilleur talent, peut-être. Ouais, oui, non, mais ça fait partie de tout ça. Ça veut dire espoir. Mais ils l'ont mis dans une catégorie supérieure pour ce qu'il apporte au sein des éléphants. Voilà. Alors, bon, donc on comprend bien qu'on note les sélections, votre apport en sélection nationale et votre apport en club. Et sur le club, c'est là où Adengra n'a pas eu vraiment peut-être tous les votes. Élisée? Non, mais moi, je crois que... et ça, je l'avais dit ici avant même qu'on ne donne on ne distingue voilà, le ballon d'or. Si vous vous souvenez très bien sur ce plateau, j'avais dit que pour moi, le favori, c'était Ademola Lookman. Ah oui, c'est vrai. Voilà, je l'avais dit sur ce plateau et j'avais expliqué les raisons. C'est vrai, tout à l'heure, Ceci l'a dit, mais Ademola Lookman, contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent, Ademola Lookman a été très décisif avec le Nigeria pendant la CAN. Il a joué tous les matchs, il a été titulaire. Il a été, je lui ai dit que l'élément déclencheur, pour ceux qui ont regardé le match de quart de finale, Cameroun-Nigeria, mais on doit le Nigeria doit sa qualification à Ademola Lookman. Voilà, c'est lui qui a été l'homme du match, il a marqué le but et il a été passeur à Osimhen. Et ça, il en a fait pratiquement durant toute la compétition. Il était décisif. Ça, c'est déjà la première chose. Et comme il le dit à Atalanta Bergame aujourd'hui, je lui ai dit que c'est le facteur X. Dans le club aujourd'hui italien, on ne peut même pas s'imaginer sans Ademola. La preuve, le dernier match qu'ils ont joué face au Real de Madrid, qu'ils ont perdu de justesse, c'est lui qui a marqué le but, 2-1. Et comme il a dit, le triplé encore à la finale de l'Europa League. Donc, quand vous regardez tout ça l'un dans l'autre, aujourd'hui, c'est le joueur africain le plus en forme, dans tous les championnats confondus. Donc, c'est mérité. Celui qui, en réalité, était un peu derrière lui, c'était Guirassy. Parce que quand on regarde la saison de Guirassy avec Stuttgart, la saison dernière, qui a été vice-champion d'Allemagne, et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec Dortmund, vraiment, c'est quelqu'un qui monte en puissance. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas pu jouer à la CAN compte tenu du fait qu'il soit venu blessé. Donc, ça joue un peu à sa défaveur. Donc, c'est vraiment mérité. Et je crois que tout Africain qu'on est, on doit vraiment féliciter Ademola Lookman et encourager les joueurs à suivre vraiment ce modèle et cet exemple-là. Parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs ambassadeurs aujourd'hui du football africain à l'international. Alors, on va regarder le calendrier. Daouda, petite question, c'est ça? C'est une petite question, puisque je sais que tu connais ma candeur en matière de football. C'est ça. Voilà. Le problème, c'est que j'ai vu l'équipe type, mais j'ai été un peu choqué de ne pas avoir un nom dans cette équipe type. C'est celui qui a crucifié la Côte d'Ivoire, l'Équateur-Guinéen, qui a marqué, qui était le meilleur buteur de la CAN. Il est dedans? Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Pourquoi, justement? C'est bon, moi, Christement, ce que je veux dire concernant l'équipe type de la CAF. L'équipe type de la CAF, l'Équateur-Guinéen, le buteur en l'occurrence. Sa CAN se résume uniquement, sa CAN se résume uniquement à la défaite de la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'était pas significatif. C'est pas significatif. Ah non, c'était significatif pour nous. Je pense qu'il a fait pleurer toute la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le supporter qui parle. Donc, revenons sur la date. Est-ce que l'agenda est... Enfin, comment est-ce que vous jugez l'agenda, justement, de la Coupe d'Afrique à venir, Maroc 2025? Alors, 21 décembre 2025, 18 janvier 2026. Comment est-ce que vous jugez cela? À ce niveau-là, il y a eu pas mal de situations conflictuelles, parce qu'on sait que le Maroc, qui est une plateforme du football africain, avait imposé sa date. Au départ, ils avaient voulu faire ça en juillet-août de 2025. Ça a coïncidé un peu avec le calendrier de la FIFA, qui a créé une nouvelle mouture, en l'occurrence le mondial des clubs élargi à 32 équipes. Donc les sponsors ont imposé leur date. Et ça a été vraiment difficile pour le Maroc de pouvoir accepter décembre 2025, janvier 2026. Mais à leur corps défendant, ils ont été obligés d'accepter parce que la CAF dit, si ce n'était pas possible, bon, ils allaient revoir et puis penser à un autre pays comme l'Algérie. Donc, ce n'est pas obligation que le Maroc a accepté. Bon, on va faire avec. Wow. Mais la période n'est-elle pas mauvaise? Même si elle est mauvaise, elle est déjà là, hein, je pense. Elle est déjà là. Non, c'est
Aussi, l'une des raisons, parce que justement, comme il a dit, à l'initial, c'était de partir de décembre maintenant à janvier, c'est-à-dire décembre 2024 à janvier 2025, comme on l'avait fait pour nous en réalité, un peu dans cette fourchette. Mais après, on a trouvé qu'avec les phases éliminatoires et un certain nombre de qualifications mondiales, il fallait décaler pour aller dans le mois de juin. Mais il savait justement que dans le mois de juin, il y a cette année une compétition qui démarre, qui n'a jamais existé, la Coupe du Monde des clubs. Voilà, la Coupe du Monde des clubs. Donc la Coupe du Monde des clubs, se faisant dans cette période-là, alors que c'est tous les continents réunis, on ne peut pas faire une compétition, je veux dire, continentale en cette période-là. On a envoyé donc en janvier. Et mais juste pour terminer dessus, moi, je trouve franchement qu'à un moment donné, il faut que les Africains, quand même, soient de plus en plus solidaires et puis arrivent à s'imposer. On ne commande pas. Quand vous voyez Ademola Lookman jouer avec Atalanta Bergame, mais ce n'est pas un tricheur. Il mouille le maillot. C'est ceux-là qui apportent les équipes européennes là où elles sont aujourd'hui. Mais il faut qu'on ait de la considération pour le continent. Pourquoi c'est nous qui devons toujours faire les sacrifices? C'est sur nous qu'on doit changer toujours les dates, aller où on veut. Surtout pour libérer nos changer joueurs. les dates comme on veut. Pour libérer nos joueurs. En fait, on décide de vraiment tout ce qu'on veut. Et généralement, vous verrez que les perdants dans toute cette histoire-là, c'est toujours les Africains. Pourquoi à un moment donné, c'est que l'Europe fasse un effort ou que les continents américains fassent des efforts? Mais c'est nous toujours. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut que les Africains soient beaucoup plus solidaires. C'est peut-être eux qui ça arrive. Non, ça arrive parce que justement, on n'est pas solidaire. Ça arrive parce qu'on n'est pas solidaire. Le verre dans le fruit, il y a beaucoup de dissensions et de divisions au sein même des fédérations africaines, et c'est ce qui permet à la FIFA de réagir comme ça. On a un seul point maintenant, Daouda. On va à la U20 maintenant. Ah ouais. Non, sinon, je voulais parler de la CAN, qui était très important, parce que pour ceux qui ont dû remarquer, pour donner du lot à ton moulin, quelques secondes. Pendant la CAN, je pense que tous les championnats au niveau de l'Europe se jouaient, mais personne ne regardait. Tout le monde avait les yeux braqués sur la CAN. C'est pour dire que la CAN, nos compétitions sont aussi importante que celle des Européens. On espère en tout cas que, voilà, on espère que l'instance du football pourra, à l'avenir, essayer de trouver de belles dates et, comme Élisée l'a dit, pouvoir peut-être imposer notre désir de faire des compétitions assez sereines parce qu'il fait froid en décembre. Enfin bref, regardez un peu la CAN U20. Ce sera donc en avril. La Côte d'Ivoire va accueillir parce qu'évidemment, nous avons les infrastructures et on en est fiers. Mais en même temps, notre pays n'est pas qualifié. La Côte d'Ivoire ne s'est pas qualifiée. Nous avons aussi l'hospitalité. On a l'hospitalité, mais on n'est pas qualifié quand même. C'est pas grave. On a le plus beau stade de la ville. Allez, donc c'est votre réaction sur la CAN U20 qui aura lieu en avril. On a vraiment une équipe que Faye est en train de reconstruire en se basant sur les talents européens, ivoiriens qui jouent en Europe. Bon, malheureusement, il n'y a pas de championnat. Ce n'est pas critiquer pour critiquer, mais il n'y a pas un championnat type au niveau des jeunes, c'est-à-dire juniors, cadets, etc. Donc, on paye le prix. On paye le prix fort. Le prix fort, parce que là c'est les pays sahéliens, le Mali, le Burkina, le Niger même, qui profitent. Et même la Mauritanie. Oui, qui profitent avec le Sénégal, la Mauritanie. Bon, c'est le nouvel pôle d'attraction au niveau du foot jeune. C'est ça. Donc, on va regarder l'Afrique venir jouer sur nos belles pelouses. Et puis maintenant, on sera les meilleurs supporters. Alors, pour terminer, Cécile, un mot sur l'avenir de cette sélection ivoirienne. Les seniors? Oui, les seniors. Ben, écoutez, moi, ce que je peux vous dire pour vous rassurer, là où on est arrivé, là, on ne peut plus redescendre. On n'a plus droit à l'erreur. On n'a plus droit à l'erreur, mais je pense que, comme vous avez dit, Faye, c'est un gagneur. Ce que beaucoup oublient, c'est que quand il jouait en équipe jeune en France, il était champion du monde en 2001. Exactement. Voilà. Ils ont de moins de 17 ans. Oui, de moins de 17 ans, ils ont battu le Trinidad et Tobago. Il a beaucoup pesé au niveau de l'enjeu. Je veux dire qu'au Maroc, la Côte d'Ivoire, au pire des cas, sera demi-finaliste parce que si Faye ne sait pas s'amuser, il sait fouetter l'orgueil des Ivoiriens. Et puis la majorité des jeunes, je veux dire, Oumar Diakité, Adengra seront en maturité. Et puis là, on va prouver que bon, la Côte d'Ivoire est cette équipe-là à battre, puisque nous sommes les tenants du titre. Est-ce que nous, on veut entendre parler de demi-finale? C'est ça le point. Au pire des cas, les demi-finales. On veut aller à la finale et revenir avec cette... De toute façon, la seule équipe dont le Maroc a peur, c'est la Côte d'Ivoire. Et ils ont bien raison. En tout cas, merci Saint-Cyr d'être venu. Je rappelle que vous êtes confrère du journal Notre Voix et avec vous, on a essayé de décrypter un peu cette belle actualité, moins le ballon d'or. Mais en tout cas, tel que vous avez expliqué, c'est mérité que Lookman puisse l'avoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on se donne rendez-vous pour d'autres plateaux sport comme ça. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Très bien, bonne émission. Merci à vous. Alors, après avoir donc vanté les mérites de notre équipe et applaudi Faye Mers et voilà, Idriss Diallo et la sélection ivoirienne, regardons maintenant ce qui se passe du forum. Du côté du forum, Japon-Afrique. Alors, quelle retombée
pour la Côte d'Ivoire. C'est donc ce lundi 16 décembre que le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé présidait au nom du président de la République la cérémonie officielle d'ouverture du 3e Forum économique public-privé Japon-Afrique, placé sous le thème donc collaborer avec l'Afrique, un thème magnifique. Collaborer avec l'Afrique pour créer de nouvelles valeurs et développer notre avenir. Alors, co-innovation, on dit bien co-innovation avec l'Afrique, co-création avec l'Afrique. Marius Komoé, réaction justement sur l'initiative de ce forum important Japon-Afrique qui se tient en Côte d'Ivoire. Alors, comme l'avait annoncé à l'ouverture de ce forum le vice-ministre japonais Oguchi Masaki, à l'adresse des participants, le ministre en charge, donc le vice-ministre en charge de l'économie, du commerce et de l'industrie du Japon, il disait que le Japon est reconnu mondialement pour son expertise technologique, et sa capacité à innover dans secteurs clés tels que l'énergie, la technologie, l'industrie et la digitalisation. Et donc, de ce fait, il y a une expertise que le Japon pourrait naturellement apporter aux États africains au cours de ce forum. Et dans le cadre de la transformation d'ailleurs numérique, il précisait que de nombreux projets de start-up seront financés sur le continent africain par son pays, par le Japon, tout comme seront financés des projets d'infrastructures qui privilégient le respect des normes environnementales en vue de lutter contre les changements climatiques. Ces propos sont du vice-ministre japonais qui, naturellement, représentait le gouvernement japonais à ce forum. Au-delà de ces belles intentions, quand on finit de dire tout ça, Marius, il ne demeure pas moins de rappeler que l'Afrique, c'est quand même 52 États réunis dans une seule salle face à un seul État dans le monde, qui est le Japon. Fut-il, puisque je parle de Japon en tant que pays, fut-il la 4e puissance mondiale au plan économique. J'ai dit que l'Afrique ne devrait plus désormais aller à de tels rendez-vous. L'Afrique gagnerait aujourd'hui, pourquoi pas, à convoquer même sur ce sol des États européens, des États japonais, asiatiques et autres. Donc, c'est vrai qu'on a besoin d'expertise, mais je dis et je le répète, seule la formation donne l'expertise. Le transfert des compétences, ça n'existe nulle part dans les rapports, dans ce magma de rapports où les plus forts cherchent toujours à dominer et à rester au-dessus. Il serait bon que de plus en plus l'Afrique forme ses cadres, forme ses compétences pour acquérir l'expertise en vue de la transformation dans tous les secteurs d'activité de notre continent. Et selon vous donc, au mieux, il faut éviter les rencontres Afrique-continent complet avec une seule nation, fut-elle Oui, ça me gêne un peu. Comme autant nous plaignons de cette rencontre France-Afrique, Chine-Afrique, il faut donc continuer dans le même sens en se plaignant dans ces rencontres où un État convoque tout un continent, comme si nous étions des bébés à qui on distribue des bonbons et des cacaoyers. C'est quand même un peu dur quand même. C'est mes propos. Oui, c'est un fait, c'est une réalité. D'accord, Marius, je note votre point. Aïcha, quel est votre regard justement de ce forum et l'impact que la Côte d'Ivoire justement pourrait en tirer? Un impact très positif, je pense, normalement, c'est ce qui doit se passer. Pour un peu revenir sur ce que Marius Komoé disait, je pense que si le Japon, qui est un pays, se permet aussi d'avoir un forum avec l'Afrique, c'est parce qu'elle peut se le permettre. C'est la 3e puissance mondiale, la puissance économique, qui est passée 4e effectivement il y a pas longtemps. Merci pour la correction. Et elle peut se le permettre. Le Japon s'est érigé à ce rang-là grâce notamment à son système productif, son système éducatif aussi. Par exemple, regardons quelques points au niveau de l'éducation. Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer? L'éducation a été réformée plusieurs fois. La question de la formation. Ça, il faut le dire. La formation, l'éducation, tout à fait, la formation tout au long de la vie. Également, ils ont formé des ingénieurs, des petites mains, des stratèges, des gens qui sont passionnés aussi par leur travail. La croissance démographique a facilité également cela. On a parlé longtemps de du programme qui s'appelle l'ère qui s'appelle un peu la restauration de Meiji, où il s'est passé pas mal de choses. Avant même cette ère, le Japon avait mis en place tout un système qui faisait que l'éducation a été érigée au premier rang des priorités nationales. C'est-à-dire que l'excellence, en fait, là-bas, n'est pas un prérequis. Ce qui veut dire que l'éducation est très stricte. Les élèves, en réalité, ont très peu de temps libre, très peu de temps. Mais par contre, ils ne sont pas
dans un système où on apprend une leçon, on rentre à la maison. Non, le développement personnel de l'enfant tout entier fait partie de l'éducation. Ils forment des champions nationaux, en fait, qui deviennent après des constructeurs, des bâtisseurs. Donc c'est extrêmement important. Je voudrais dire aussi qu'on roule beaucoup dans des voitures qui viennent du Japon, hein, partout dans le monde. Il serait temps qu'on les construise également en Côte d'Ivoire. Très bien. Marius, Daouda, votre point. Essayons de regarder un peu quelques chiffres avec vous, Daouda. Non, déjà, il faut rappeler que depuis 2010, le Japon a investi plus de 333,387 milliards en Côte d'Ivoire. Et dans quel projet, par exemple? Les projets, en fait, c'est des projets déjà au niveau de l'agriculture, au niveau de la défense, et au niveau de la sécurité, au niveau de l'environnement dont il parlait, mais aussi des infrastructures économiques et portuaires. Je vais en citer quelques-uns. On se rappelle tous de l'échangeur Shinzo Abe, l'échangeur de la Solibra. Après, il y a eu la construction de 3 échangeurs sur le boulevard François Mitterrand. C'est le Japon. C'est en cours. Et c'est toujours en cours. Le terminal céréalier au port autonome d'Abidjan. Quand j'ai fini de dire tout ça, parce qu'il y en a encore, il y a tout Bien sûr. Voilà. Il ne faut pas oublier quelque chose. Je sais que mon très cher grand frère Marius se sent encore dans le souverainisme. Mais grand frère, on n'a pas les moyens. On n'a pas la force. Je ne dirais pas qu'on n'a pas l'intelligence, mais la technologie, nous ne l'avons pas. Il n'y a rien de mal à aller vers ceux qui ont cela. Et depuis quelques décennies aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, l'Afrique est devenue cette belle dame que tout le monde courtise, en fait. Que tout le monde courtise. Que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, la Chine, la Russie, tout le monde courtise l'Afrique. Et c'est un fait. Et cela, pourquoi? Pour 3 raisons pour moi qui sont... Voilà, je vais aller très vite. Les ressources. Vous savez que de l'or, du pétrole, du cobalt a été découvert dans beaucoup de coins en Afrique. Donc, c'est la ruée vers l'or, si je veux englober tout ça. La deuxième chose, c'est que nous avons une démographie qui est galopante. Donc, c'est tout ça là, c'est important pour eux. Et la troisième chose, c'est qu'en Afrique, tout est à construire ou à reconstruire. Donc, est-ce qu'on peut se défaire de, comment on appelle ça, de ce type de forum ou de ce type de forum? C'est vrai que ça te choque, mais il va falloir que les panafricains, justement, reviennent à la table de discussion, qu'on discute ensemble. Sois rassuré, sois rassuré dans la mesure où ça se fait dans mon pays, ça va nous permettre d'engranger un peu de ressources financières. Écoutons, messieurs, Élisée, et puis on va recevoir notre invité. Moi, je serai très bref. Élisée? Je pense que l'essentiel a été déjà dit. Moi, je suis juste simplement émerveillé par ce pays-là qu'on appelle le Japon. Oui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un archipel. C'est-à-dire quoi? C'est un ensemble d'îles et c'est un pays où il n'y a aucune ressource naturelle. C'est un pays qui a vécu la bombe atomique en 1945, Hiroshima et Nagasaki. C'est un pays qui a subi, comment on appelle ça, la centrale de Fukushima, où il y a eu beaucoup de morts, mais ce pays reste toujours résilient. Moi, il y a un enseignement dedans. Au-delà des forums, ça nous interpelle, nous, Africains. Au lieu de matin, midi, soir, pleurnicher sur notre sort, être en train de toujours dire les gens sont contre nous, les gens ne veulent pas qu'on soit ceci. Voici des pays qui ont subi des tragédies dans le monde sur des décennies, mais qui aujourd'hui sont puissance mondiale. Ça veut dire que le fait de dire on a vécu une crise, on a fait ceci et cela, ça ne peut pas être un prétexte pour que nous continuions de rester dans la léthargie. Il faut une révolution mentale et qu'on comprenne que notre développement ne viendra pas d'ailleurs, mais ça viendra de notre révolution, de notre état d'esprit. Totalement en phase. Merci beaucoup, Élisée. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant recevoir M. Bilal Zouer, un livre extraordinaire qu'il a écrit. Il est ancien drogué, ancien toxicomane. Bonsoir. Il est sorti donc de l'antre de la drogue. Et au travers de ce livre, il vous dit, écoutez, comment élever vos enfants pour éviter donc la tentation de la drogue pour eux. Une réalité que vous devez connaître car nul n'est à l'abri. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps, mais essayez de nous dire un peu comment vous contactez, vous rentrez en contact avec la drogue et combien de temps ça a pris et vous sortez comment justement de cette emprise-là? Mais écoutez, on croise la drogue comme tout un chacun le sait, 2 fois dans la rue avec les camarades et tout ça. C'est ça. Mais là n'est pas le problème. Ce livre, en fait, c'est une souffrance que j'ai vécue. Et je dis toujours que ce n'est pas toutes les souffrances qu'on doit écrire, puisque chacun a ses souffrances. Mais cette souffrance que j'ai vécue, cette histoire,
elle est tellement incroyable qu'il fallait que je la mette par le cul. J'ai croisé une drogue qui s'appelle héroïne. C'est une poudre. J'ai appelé ce livre Le chant des sirènes. Vous connaissez la mythologie grecque d'Ulysse? Voilà. Quiconque entend le chant de la sirène, il est perdu. Et cette drogue m'a tellement envoyé dans des enfers, dans des contrées. Je suis allé en Italie, en France, pour décrocher des intox. J'ai toujours échoué. Et ma famille me disait, c'est toi qui es faible, Zouher. Je dis oui, c'est vrai. Mais non, au fil du temps, année après année, je me suis rendu compte que tous mes amis, que ce soit français, ivoiriens, américains, hollandais, ils ont suivi le même. Alors, si je peux vous donner. Le même parcours. Si je peux vous donner un petit résumé. Je vous en prie, allez-y. De ce parcours. Alors, au début, lorsque vous prenez de l'héroïne, vous vous sentez très bien. Si vous reprenez une deuxième fois, vous êtes condamné. Ça veut dire que vous allez continuer. Vous serez accro, en fait. Une addict. C'est ça. Vous avez besoin de 2000 francs par jour. Après un mois, vous avez besoin de 5000 par jour. Parce que le corps en demande. Si vous essayez d'arrêter, vous commencez à subir un manque, mais atroce. Toutes les maladies du monde, surtout les nerfs. Bref, on continue, on se dit 5000, ça va. Ensuite, on a besoin jusqu'à 20 000 par jour. Et moi, j'avais un salaire de 200 000 dans le temps, 1991. Et en 10 jours, mon salaire était parti. J'avais mes 2 enfants, mon épouse, l'électricité, l'eau, le gaz. Bon, en 10 jours, c'était déjà parti. J'ai commencé à tout vendre. Ma télévision, mon lit, ma voiture, la maison, mes enfants. Dieu merci. Il y a quelque chose qui s'appelle la famille. Mon frère a pris en charge mes enfants. Mon épouse, je lui ai dit, tu vas chez tes parents dès que je règle mon problème. Et j'ai continué, je me suis retrouvé dans la rue. Et ça, c'est le parcours de tous les toxicos. Et dans la rue, qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé d'abord à mentir aux gens, à stocker de l'argent. Et c'était exactement tout ce que mes amis faisaient. Arrivé à un certain moment, je ne pouvais plus stocker. Qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait que j'aille voler. Et aujourd'hui, je vous le dis, moi, Bilal Zouher, je suis sorti dans Ivoire Soir, Fraternité Matin, condamné à 20 ans de prison pour braquage. Jusqu'où ça m'a mené. Pourtant, ma famille, la famille Bilal, mon père, paix à son âme, il nous a élevés d'une façon tellement... honorable. Merci. Et toute ma famille est connue ici. Et moi, je me suis retrouvé braqueur. Voilà. Et donc, ça, c'est le petit résumé que je vous donne. C'est pour ça il fallait que j'explique ce que c'est que l'héroïne qui est dans tous les coins de rue ici. Absolument. Dans nos écoles, dans nos fêtes. C'est pour ça que je l'ai écrit. Je ne suis pas écrivain, mais je l'ai écrit ce livre. Je dis que ça peut sauver les gens. Basé sur votre et comment est-ce que vous en sortez, justement? Ben justement, j'ai fait 20 ans, 25 ans dans l'héroïne, mais finalement, à force d'avoir souffert, parce que j'ai suivi des protocoles qu'il fallait suivre, psychiatre, psychologue, centre de rééducation, mais tout ça, ça ne m'a pas aidé. Mais c'est quelque chose de très fort. C'est pour ça que je préviens tous les parents, ou tous les jeunes, si quelqu'un touche à l'héroïne, il devient addict, ça va être très difficile de s'en sortir, peut-être à vie. Parce que le seul remède pour moi, puisque ça fait 500 ans qu'on y travaille, hein, et jusqu'à aujourd'hui, on donne des substituts. Qu'est-ce que vous avez eu principalement pour vous en sortir? Non, j'ai découvert qu'il faut changer complètement le mindset. C'est ça. C'est-à-dire, il faut changer la mentalité qu'on a, toutes les faiblesses qu'on a. C'est-à-dire, comment vous avez fait concrètement? Ben, écoutez, si vous lisez le livre, vous allez savoir qu'il est arrivé un moment où j'ai découvert une source positive en moi, qu'on appelle Dieu, qui est en moi. C'est-à-dire que je pouvais faire le choix. Au lieu de la peur, j'ai pris le courage. J'ai découvert quelque chose qu'on appelle l'autosuggestion, sans le savoir. Je me suis fait une autosuggestion, mais changer. Qu'est-ce que vous vous disiez, par exemple? Que je me suis attribué tout ce qui est positif, mais avec force, en ressentant les émotions de ces adjectifs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Exemple. Et après, j'ai découvert, quand vous allez sur YouTube, tous les grands docteurs dans les pensées positives, ils vous disent exactement ce que moi j'ai écrit. Alors que je les ai écrits, je n'avais même pas lu de livre. J'aimerais avoir un exemple de phrase d'autosuggestion que vous faisiez. Écoutez, l'autosuggestion, c'est simple. Vous dites par exemple, je suis tellement bien.
Et si vous le ressentez le matin, surtout le matin, parce qu'on dit la première prière, c'est la meilleure. C'est parce que les premières pensées dominent notre journée. Si vous vous dites, je suis très courageuse, la peur va venir s'intercaler et c'est là que vous allez enlever la peur et puis ressentir le courage. Vous allez voir. Ça, c'est juste un petit exemple. Pour tous les adjectifs négatifs, mettez seulement... Je vais vous donner un exemple. J'avais un ulcère d'estomac. Ma sœur, elle est médecin gynécologue, qui me faisait souffrir quand j'avais 13-14 ans. On ne savait pas ce que c'était. J'allais chez les médecins et il s'est avéré que j'ai un ulcère très grave. Et le jour que j'ai découvert cette force-là, en 2 heures de temps, monsieur, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus d'ulcère. Parce que je me suis dit, la maladie n'existe pas, c'est la santé. La pensée réagit sur le corps. Bien sûr. En fait, oui, si je comprends bien, vous avez été à un moment donné de votre existence habité par des pensées positives. Comment vous, en tant que Zoé, fils du vieux Bilal, dont les enfants, tous vos frères et sœurs, ont peut-être certainement réussi leur vie, vous particulièrement, vous vous retrouvez à avoir une vie telle, une vie vraiment désagréable, une vie qui n'honore pas votre famille. Exact. Et donc, vous avez commencé à vous poser des questions. Et c'est au firmament de ces questions que vous avez pu trouver des réponses de votre changement. Exact. C'est bien cela. Une contribution. Aïcha? Oui. Non, je voulais, parce que, monsieur, bonsoir, vous avez parlé vous avez trouvé le sens, c'est comme ça que vous avez été guéri. Est-ce à dire que vous n'aviez... Pourquoi vous êtes tombé là-dedans? Votre vie n'avait pas de sens à l'époque? Pardonnez-moi si je suis un peu direct. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe là-dedans? L'héroïne est à tous les coins de rue, d'accord, mais tout le monde ne tombe pas là-dedans. C'est pour ça, justement, que j'ai écrit, à force d'avoir réfléchi sur cette histoire incroyable, cette drogue, j'ai commencé à tellement réfléchir que je suis arrivé à mon éducation. Voilà. D'accord. Voilà. On a eu une éducation très difficile. C'est-à-dire le père qui a perdu sa femme. Pas difficile, strict, plutôt. C'est ça, strict. C'est-à-dire que jamais on m'a appris comment tu vas, qu'est-ce que tu as, jamais. On était tous premiers en classe. Jusqu'à l'université, à l'UNSTP, à l'ENSA. Si vous vous renseignez, mes frères et sœurs, premiers en classe. Ma sœur gynécologue, quand elle avait 18, à la thèse, le professeur Sangaré disait qu'elle pleurait. C'est pour vous dire qu'on était tellement... on nous a donné une... C'était tellement strict qu'on était intelligent en classe, mais là, ça n'allait pas. Ouverture d'esprit, donc j'étais très mal à l'aise à la maison. Donc vous conseillez aux parents d'extérioriser, d'aider à extérioriser les émotions de leurs enfants. C'est cela? Non, je conseille aux enfants, aux parents d'élever les enfants avec le plus grand amour possible. L'amour, la compassion, la compréhension, l'attention. Surtout l'attention. C'est-à-dire, dans l'amour, il y a tout ça. Il y a tout ça dedans. Et vous allez voir que vos enfants vont grandir comme un arbre qui donne les plus gros fruits, les fruits les plus juteux. C'est l'amour. Où est-ce qu'on peut avoir ce livre? Dans toutes les librairies de France. Toutes les librairies de France, Oui. D'accord, très bien. On n'a pas trop parlé de la drogue, hein. Non, c'est pas... rassurez-vous. Vous n'avez pas... Parce que j'ai parlé du cannabis, Non, hein. non, rassurez-vous. De toutes les drogues. L'héroïne, le cannabis ont Voilà. les globale. mêmes impacts sur la santé. Mais vous avez une histoire incroyable, extraordinaire, racontée dans ce livre. Chal, c'est ça? Chal. Dans le livre, je m'appelle Chal, en fait. Chal, ok, voilà. Et c'est important de l'avoir. Les parents devraient l'acheter, tout le monde devrait l'acheter. Et puis, comme il a dit, pour terminer, donner beaucoup d'amour. Beaucoup. En ce moment, je suis en train de faire des conférences dans presque tous les établissements. Oh, merci beaucoup. Et demain aussi à l'université Emmaüs de Marcory. Emmaüs de Marcory. À 11h. À 11h. En tout cas, on peut l'applaudir parce que bravo à vous. C'est un survivant. Merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie, je vous en prie. Livre à avoir absolument. Demain à l'université de Sahel, il sera, du moins, il sera à l'université Emmaüs de Marcory. À partir de quelle heure? C'est 11h. 11h, très bien. Alors, en seconde partie, on parlera avec le MFA, leur regard sur l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nos amis sont toujours avec nous, Aïcha Crépi, Élisée Boloube, Marius Komoé, Daouda Koulibaly. Nous a rejoint, comme je le disais à l'entame, justement à l'entame et avant de partir au journal, monsieur Yaya Fofana, président du MFA, des Mouvements des Forces d'Avenir. Merci d'être avec nous. Avec vous, on va essayer de faire un petit balayage de l'actualité politique. Votre actualité en tant que parti politique et aussi votre regard sur certains points importants de la vie politique de notre pays. Comment se porte votre parti, le MFA? Notre parti, le MFA, se porte très bien.
très bien, puisque il n'y a pas longtemps, lors de la révision de la liste électorale, nous avions mobilisé les nouveaux majeurs pour le compte du RHDP, notre partenaire idéal et naturel. Très bien. Alors Aïcha, question. Oui, l'an dernier, monsieur, bonsoir déjà. Bonsoir. Vous êtes venu, je crois, sur le plateau de Life Radio et d'autres plateaux. Vous aviez déclaré le MFA est exclu de tout. Tout à fait. Nous sommes membres fondateurs du RHDP au même titre que tous les autres partis membres. Nous nous sommes retrouvés au sein d'une coalition qui a contribué à l'élection d'un président. Nous réclamons notre part. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec le parti au pouvoir? Bon, nous avons des bons rapports puisque nous essayons d'échanger en tant qu'Ofouétis et au téléphone, tout. Et bon, je pense qu'au moment opportun, les décideurs du RHDP comprendront et nous allons prendre notre part. Quand vous dites que vous demandez votre part, de quoi vous parlez concrètement en tant que... Nous parlons de notre participation à la vie du parti. Parce que du moment où, après la mise en place du parti unifié, aucun de nos cadres n'est dans les instances du RHDP. C'est ce que nous avons constaté. D'ailleurs, c'est pour cela que nous parlons des MFA. Et sinon, toutes les sensibilités politiques qui sont représentées au sein du MFA, du RHDP, ne parlent pas, puisqu'ils ne prennent pas aux réunions ordinaires du RHDP. Ils ont des nominations. Ils ont des nominations au sein du RHDP d'abord, et par contre, ils participent aussi à la gouvernance d'État. C'est ce que vous attendez. Hein? C'est ce que nous attendons. Très bien. Élisée Boloube, question. Ok, vous dites que le MFA se porte très bien. Et je suis même étonné d'entendre de votre bouche que vous parlez de MFA, c'est d'autant plus que vous-même venez de le dire à l'instant. Faisant partie du parti unifié, logiquement, on ne devait plus entendre parler de MFA parce qu'on est maintenant au RHDP. Donc déjà, expliquez-moi pourquoi vous continuez de parler encore du MFA. Deuxièmement, rapidement, s'il vous plaît. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a quelques mois de cela, on a entendu des sons de cloche de certains qui se revendiquaient encore la paternité du MFA. C'est quoi aujourd'hui l'actualité ou c'est quoi aujourd'hui l'état au sein du MFA? Le MFA est-il fondu dans le RHDP ou le MFA existe-t-il mais à plusieurs têtes? C'est quoi aujourd'hui? Le MFA existe en tant que parti politique parce que le MFA était fondamentalement épris des valeurs de démocratie, de justice et de paix. Nous restons dans la légalité. Et lorsque je parle de légalité, un parti politique naît au cours d'un congrès et se dissout au cours d'un congrès extraordinaire. Si vous voyez que Yaya Fofana parle du MFA depuis 2005, depuis la création du RHDP, Yaya Fofana était un acteur majeur de la vie politique en Côte d'Ivoire et il sait beaucoup de choses. Et nous ne sommes pas allés à un congrès de dissolution, comme indiqué selon la loi fondamentale de notre pays. Nous acceptons cela. Il nous a été demandé de nous fondre en parti unifié. Nous l'avons accepté. Mais au cours du chemin, nous avions constaté que nous avions été exclus. Vous n'avez pas eu votre part, Notre comme vous part. le dites. Donc, Nous vous avions portez, été oui. exclus. Et je vous informe, et ils savent, tous les acteurs clés de la vie politique savent que l'idée de la création du RHDP vient du MFA, vient du président fondateur Anaki Kobina. L'idée première De la création du La RHDP. création du RHDP. viendrait de M. Anaki Kobena. Kobina. Et ça, il faut le dire, il faut le lui rendre. Et en plus de cela, je suis le président et je vous informe que depuis 2005, le MFA prônait la candidature unique pour le compte du RHDP. Nous-mêmes, suffisamment, on n'a pas travaillé en tant que MFA, mais on était là pour promouvoir les idéaux du RHDP en tant qu'Oufouétis. Parce que c'est une première fois en Côte d'Ivoire, il fallait que les enfants d'Oufoué-Boigny se retrouvent et pour parler de paix et de démocratie. Donc, si aujourd'hui, nous qui avons eu l'idée de création, qui avons eu l'idée de la candidature unique, qui sommes exclus aujourd'hui, d'autres personnes en profitent. Mais comprenez-moi que je suis très très mal à l'aise pour dire que quoi? Que je vais dire que je suis RHDP. Donc vous êtes MFA? Oui. Très bien. Élisée, non. Daouda, alors allez-y. Question, Daouda. Monsieur Fofana, je suis un peu embêté. Merci. Pourquoi vous êtes embêté, Daouda? Non, mais parce que je me rappelle, paix à son âme, ma grand-mère m'a dit, pour paraphraser un homme politique en Côte d'Ivoire, qui parle beaucoup de son grand-père, que quand on est dans un village, et qu'à un moment donné, dans ce village, on ne prend pas nos préoccupations en compte, nos besoins en compte. Quand il y a un gâteau qu'on ne partage pas avec nous, il est mieux d'aller finalement, de quitter ce village pour aller créer son campement. N'est-il pas temps, à 11 mois d'une élection, M. Fofana, que le MFA prenne son destin en main? Faisons quoi, par exemple? On ne te prend pas encore, mais tu quittes le RHDP.
Mais ce n'est Réaction? pas à eux de me prendre en compte du moment où c'est moi, nous qui avons eu l'idée de fonder le RIDP. Mais ils ne veulent pas de vous. Mais ça dépend d'eux, ça dépend de leur compréhension. Moi, je pense qu'un parti politique, c'est la libre adhésion. Hein. Mais vous y êtes toujours en même Mais nous y sommes, puisque nous avions des élus locaux au sein du RIDP qui sont là. Sans et qui part n'ont du pas gâteau. le courage. Qui n'ont pas le Vous courage n'avez même de pas venir. une petite part du gâteau. Mais justement, nous avons des mairies issues du MFA qui sont au RIDP. Nous avions des députés qui sont issus du MFA qui sont au RIDP. Vous aviez, hein, ils ne sont plus MFA. Mais sensibilité MFA Très bien. oblige. Donc, ouais, vous voulez qu'on aille où? Moi, je vous disais tantôt que je suis qu'un porte-parole. Un parti politique, la décision ne revient pas de façon unilatérale à un président de quitter. C'est aux militants, aux sympathisants de décider de la conduite à tenir. Mais M. Fofana, là, quand je vous écoute, Une dernière vous question, êtes en Daouda. souffrance, vos militants sont en Mais souffrance. c'est vous qui le dites, Daouda. c'est Nous ne un fait. souffrons pas. Tout Mais doucement, vous pleurez tout pour les doucement, gâteaux. tout doucement, Nous prenons messieurs. pour quel gâteau? Tout doucement, Mais vous voulez messieurs, votre tout part. doucement. Ah non, mais ce Tout que doucement. je suis désolé. Vous voulez votre part du Mais gâteau. Vous est-ce l'avez dit que- tout à l'heure. Attends, est-ce que la vie des citoyens se résume à faire uniquement que de la politique? On ne peut pas faire autre chose à part de la politique. Si, on peut. Alors pourquoi vous voulez qu'on s'enrichisse dans la politique? Mais on a des idées à proposer. On a des idées à mettre sur la table pour le compte des Ivoiriens. Mais vous voulez toujours pourquoi on réclame des gâteaux pour qu'on soit payé au niveau de la politique. Quand vous allez créer en tant que chef d'entreprise, une entreprise qui emploie des Ivoiriens, tel que je l'ai fait d'ailleurs dans mon pays, je n'attends pas des postes administratifs. C'est désolant. Je pense que la meilleure solution pour nous, la jeunesse ivoirienne, c'est de créer des entreprises. C'est d'encourager, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat. Moi, je vous dis, je suis un modèle pour cela. Depuis l'âge de 25 ans, j'ai créé mon entreprise. Je n'attends pas cet argent. Très bien. C'est pour vous dire que quoi? La part des gâteaux, vous parliez là, on peut trouver ça dans des entreprises privées. Donc il faut mieux regarder développement. c'est Développement que de parler de venir se faire enrichir dans la politique. ça? Dans la politique, très bien. Écoutons Marius Komoé maintenant. La création d'un parti politique, Monsieur le Président, Tout à fait. vise donc la cession des responsables de ce parti au pouvoir d'État D'État, tout à fait. et l'exercer. Tout à fait. Quelle est votre ambition là-dessus? Mais notre ambition, c'est d'être proche des Ivoiriens, c'est le bonheur des Ivoiriens, c'est de permettre à ce que tous les enfants issus des familles modestes puissent aussi bénéficier de la résolution de la richesse de ce pays. Envisagez-vous donc prendre le destin de ce pays et le Mais diriger? pourquoi pas, quand le moment Être candidat, opportun, au mais présidentiel. tout ce que je vous dis, Candidat, c'est ça, tout la- ce que je vais la vous vraie dire, question. nous restons dans une logique. Nous savons que depuis la création du RDP, il y a un candidat unique qui est là, et nous avons toujours soutenu qui s'appelle Alassane Ouattara. Le jour où il décidera de ne plus être candidat, le MFA va aviser. Êtes-vous membre du gouvernement? À ce moment, En Non, tant il que n'est pas MFA? oui. on n'a pas de représentants au C'est gouvernement. le problème. Et qu'est-ce que vous faites pour avoir été, pour employer vos propres termes, vous dites Oui. avoir été totalement écarté Tout à fait. de la sphère des décisions? Mais est-ce qu'on est obligé Que de rentrer dans faites-vous? un gouvernement pour présenter sa candidature à une Mais comme élection vous disiez, présidentielle? Mais vous vous êtes disiez un tout à l'heure parti que, de collusion, que vous hein, n'aviez pas eu votre d'union. part de gâteau. Non, ça c'est au niveau du RIDP. Ah, très bien. Il a posé une question pour dire que quoi? Est-ce que je serai candidat à l'élection présidentielle? ça. Mais c'est une ambition légitime. C'est une ambition légitime. De diriger la Tout Côte d'Ivoire. citoyen oui, bien sûr. a ambition de diriger la Côte d'Ivoire. Et récemment, l'exemple du Sénégal, 3 mois avant les élections, on n'avait jamais imaginé qu'ils allaient accéder au pouvoir. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils prouvent? Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique. Exactement. En pleine dynamique avec le président Ouattara, On l'a qui compris. parle de nouvelle génération. Mais je m'inscris aussi dans cette nouvelle génération. C'est pour cela d'ailleurs que je suis assis sur votre plateau. Mais pour l'heure, vous n'êtes pas dans le gouvernement. Comment Mais ce n'est pas forcément que je sois dans le gouvernement. Il a dit. Oui, il a dit. Ce n'est pas forcément que je sois dans le gouvernement, mais quand même, je reste un acteur clé. Est-ce que les MFA occupent On des termine, postes, au moins Marius. des responsabilités au niveau de la sphère de décision? Non. Bon. Mais la vie aussi, je vous dis, M. Komoye, que la vie ne se limite pas à cela. D'accord. Même les syndicalistes, même ceux de la société civile, peuvent aussi aspirer aussi à gouverner. Non, mais dans le cas d'espèce, vous êtes un groupe de partis politiques Tout à fait. qui vous êtes mis dans un vase clos Tout à fait. pour pouvoir naturellement exercer le pouvoir d'État. Tout à fait. Le MFA se réclame du RHDP. Mais une fois le RHDP au pouvoir, le MFA devra compter dans la sphère de décision. Tout à fait. Et donc devra Si nous ne occuper sommes des pas parts de associés à la responsabilité. sphère de décision, Pourquoi Et cet écartement? mais ça dépend de... Il a expliqué J'ai déjà. déjà hein. expliqué. Ah.
Ça dépend. C'est pas Yaya Fofana qui décide, c'est eux qui décident. Élisée, écoutons Élisée qui moi, j'ai juste une première question à laquelle je veux que vous répondiez, puis je vais rebondir. Vous êtes favorable à la démocratie ou non? Je suis favorable. Vous êtes favorable à la démocratie. Si vous êtes favorable à la démocratie, comment analysez-vous les propos qui sont les vôtres quand vous dites que le président Ouattara, le jour où il décidera de ne plus être candidat, c'est là que nous allons être candidats? Est-ce que ça veut dire qu'au sein du RHDP, ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie, le président Ouattara décide de tout et de tout? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Vous saviez, il faut comprendre quelque chose. Tout à l'heure, je vous disais tantôt que le MFA prône la candidature unique. On a toujours suivi un candidat unique pour le compte du RHDP. Il ne faudra pas être en déphasage avec cette ligne. Le RHDP, depuis sa création jusqu'à ce jour, n'a pas connu deux candidats. A connu une seule candidature, qui est celle du président Ouattara. Au jour d'aujourd'hui, d'un mandat, deux mandats et un troisième mandat, les Ivoiriens sont matures de comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a conduit la Côte d'Ivoire, qui a consolidé la cohésion nationale, qui nous a conduit à un développement. Et donc, si, en tant que bon père, un enfant ne peut pas se lever pour insulter son père, on dit laisse la chaise au râle pour qu'il non, ce n'est pas de ça qu'il se met. Monsieur Fofana, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez-moi, vous m'aviez posé une question. Après, il va relancer. Oui. Parce que pourquoi vous le dites? Parce que je pense que, comme Daouda a dit, on a nos valeurs aussi traditionnelles qui sont là. C'est vrai, nous sommes en démocratie, mais quand on parle des villages, il faut respecter le chef. En ce moment, il est le chef. Il dit que quoi? Il a une vision pour la Côte d'Ivoire. Il ne veut plus jamais de crise en Côte d'Ivoire. Il ne veut plus jamais de guerre. C'est pour cela que nous sommes retrouvés en tant qu'Oufouitifs, rassemblés pour parler de paix et de démocratie. Maintenant, s'il trace les sillons pour qu'on puisse poursuivre son œuvre, c'est à lui de décider. C'est pour cela que je suis en train de vous dire, il lui revient personnellement de dire s'il sera ou pas candidat. Ok, d'accord. Je pense qu'on va évoluer sur la question, Élisée. Non, oui, d'accord. Moi, on va avancer. L'autre question que je voulais vous poser, justement, avant de céder certainement la parole aux autres, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la sphère politique en Côte d'Ivoire, à l'orée des présidentielles de 2025, est-ce que vous pensez que le terreau il est propice pour l'expression d'une démocratie véritable où les germes d'un conflit sont en train de se planter? Si tel est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter? Mais pour l'éviter, c'est tout à fait simple. Non, déjà, est-ce que les germes d'un conflit sont en train de se... Selon vous, quand vous regardez le contexte actuel... Non, moi, je ne vois pas de conflit parce que les Ivoiriens sont matures. Les Ivoiriens sont plus dans les émotions. Je pense qu'il y a les projets de société, il y a les programmes de gouvernement qui sont là. Donc l'environnement est serein pour aller à des compétitions ouvertes et transparentes. D'accord. Donc je pense qu'il n'y aura pas de conflit en Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà, Aïcha, question. Oui, moi j'avoue que j'ai eu un peu un moment d'égarement quand vous avez parlé justement du fait que le président Alassane Ouattara a voulu rassembler autour des oufouettistes, alors que vous avez dit en prélude que c'est vous, enfin en tout cas quelqu'un de votre sensibilité qui avait créé justement le RHDP, qui a eu l'idée. D'accord. Question au sein du parti. Quand je dis du parti, je comprends le RHDP hein, dans le grand ensemble. Est-ce que vous avez des débats politiques, des rivalités même peut-être au sein du parti? Parce que c'est un parti qui garde très très bien ses crises ou peut-être ses petits bobos, on va dire. À l'instar du PDCI, est-ce que vous avez des petites rivalités, un débat politique au sein réel? du MFA? Bon, vous dites que vous êtes proche du RHDP, hein. Donc je parle de ce grand ensemble. Voilà. Non, le débat politique à l'intérieur du grand ensemble RHDP-MFA. Avant d'émigrer à un parti unifié, et je pense qu'il y a des têtes fortes telles que la tête de Yaya Fofana, qui était un des grands débatteurs au cours des réunions du directoire. Peut-être c'est ce qui me vaut ce problème-là aujourd'hui, personnellement, puisque le débat était vraiment un débat démocratique au sein du RHDP. Il n'y avait pas de frustration, il n'y avait pas de bobo, et ça a vraiment consolidé la conscience entre nous, et ça nous a permis maintenant d'aller à un parti unifié. Donc le débat est vraiment été démocratique au sein du RHDP. Je vous rassure. Daouda, question. Monsieur Yaya Fofana, je vois qu'en tant qu'homme politique, moi je veux qu'on vienne sur la situation sociopolitique. Aujourd'hui, on assiste à une passe d'armes entre Tidiane Thiam et Jean-Louis Billon. Vous, en tant qu'homme politique, quelle analyse vous faites de tout cela? Et c'était pour éviter ces gens de passe d'armes
que nous nous sommes retrouvés au RHDP. Parce que je pense que eux, ils sont issus d'une famille politique appelée le PDCI. La place des enfants d'Oufoué-Boigny, c'est au RHDP. Nous sommes tous enfants d'Oufoué-Boigny. La doctrine oufouétiste, là, c'est la paix et la démocratie. Si aujourd'hui, c'est regrettable que ces deux personnalités politiques se tirent dessus en tant que vraiment enfants d'Oufoué-Boigny, c'est regrettable. Et je pense que ça n'honore pas le PDCI. Ça, ce n'est pas le PDCI d'Oufoué-Boigny. Le PDCI d'Oufoué-Boigny, nous-mêmes en tant que socialistes à l'origine, mais nous n'allons pas faire ça. Certains estiment que ça démontre de la vitalité politique de leur parti. Il y a des débats démocratiques. Chacun a le droit de pouvoir demander candidature. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ils sont plus dans les médias même que dans les réunions politiques. C'est deux personnalités et ça se tire dessus. Je pense qu'ils ont vraiment un carnet d'adresses très différent. Ils ont une vision pas commune. C'est pour cela que je dis et je le reconnais. Pourquoi je me réclame membre fondateur du RHDP? Parce que selon tout ce que Yaya Fofana même aura dit ou aura fait, ils sont restés sereins. Il n'y a pas de passe d'armes et les propos sont mesurés. Il n'y a pas d'attaque personnelle, il n'y a pas d'intrigue ni de dénigrement. Parce que vous êtes toujours au RHDP. Parce que je suis au RHDP. Et c'est avec un esprit de dialogue, de tendre la main en tant qu'oufouétiste et de paix que moi je demande. Et puis regarde, en politique, ce n'est pas parce que je suis acteur politique et qu'il y a le respect mutuel. Il y a le savoir parler, il y a le bon ton. Mais si on n'utilise pas ça, mais qu'est-ce que vous aurez voulu qu'on laisse comme héritage à notre jeunesse, à nos citoyens? Il nous reste 2 minutes, messieurs. On va terminer avec Marius et Élisée, mais permettez, Marius, que Élisée prenne rapidement un petit point et vous terminez l'entretien. D'accord, ok. C'est vrai qu'aujourd'hui, le MFA fait partie du RHDP, mais je pense que c'est une entité qui est venue, qui s'est retrouvée ensemble avec les autres entités. Aujourd'hui, concrètement, combien de militants revendiquent le MFA sur le territoire national? Et puis, deuxièmement, si d'aventure, vous devez faire un bilan de l'action de votre leader, c'est-à-dire le leader du RHDP, le président Alassane Ouattara, quel serait ce bilan-là selon vous? Mais le bilan est positif. Le bilan est politique, c'est pour cela que je te dis c'est une continuité. Et le nombre de militants pour aller un peu le nombre de militants, la dernière fois, je l'ai dit, 100 000, il y a un chroniqueur qui a dit que non. Lui, donc vous revendiquez 100 000 militants en Côte d'Ivoire. Très bien. Marius Komoué, dernière question. Quel regard avez-vous sur la situation, j'allais dire, sociale et économique des ménages en Côte d'Ivoire? Tout à fait. Ce que je demanderais, je pense que c'est un élément qui est très important, c'est l'aspect social en Côte d'Ivoire. Oui, il faut qu'on soit regardant sur l'aspect social davantage. Le niveau des ménages. Bon, le niveau de vie des ménages. Bien vrai que c'est un peu relevé, mais je pense qu'il faut qu'on soit davantage regardant là-dessus. Très bien. Ouais. Merci infiniment, monsieur Yaya Fofana. Tout à fait. Je rappelle que vous êtes donc le président du mouvement des Forces à venir et vous étiez là pour parler de votre parti et un petit regard justement sur l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Merci d'être venu. Merci à vous. Notre émission donc se termine. Merci Marius, Daouda, Élisée, Aïcha. Merci infiniment. Les programmes continuent sur la FTV et que Dieu nous garde. Bonsoir.